présentation en français, mais c'est la dernière fois. Après, je ferai que des présentations en papier. Comme le disait Christiane, moi je suis une anthropologue sociale et dans mes recherches, je m'occupe d'étudier la relation qui s'entretient, enfin qui s'établit entre des communautés humaines et leur environnement, surtout dans les territoires de montagne. Alors, pendant cette petite intervention, on réfléchira ensemble de manière très générale sur les notions de paysage et territoire de montagne, justement, en ligne avec celle qui est la thématique de cette année du concours Serlogne, donc les représentations de l'espace. Et voilà, moi je m'occupe de paysage d'un point de vue ethno-anthropologique, donc j'entends le paysage comme la manifestation des pratiques culturelles de la population, des populations qui vivent sur un territoire donné. Donc pendant cette petite intervention, on va voir ensemble qu'est-ce qu'un paysage, qu'est-ce que ce paysage nous dit des sociétés qui vivent sur ce territoire, qu'est-ce que le paysage nous raconte des activités humaines qui se déroulent dans un espace donné. Donc il faut avoir en tête l'idée que le paysage est toujours le résultat de l'interaction entre une communauté humaine d'une part et l'environnement physique. Dans les Alpes, voilà, nous avons des territoires, des paysages où justement cette interaction être humain, environnement physique a créé des paysages culturels uniques. Et voilà, ces régions ont vu justement le développement de populations qui ont su s'adapter au fil des siècles à ces espaces de montagne, qui ont su transformer l'environnement, tout en transformant aussi leur structure sociale à partir de la physionomie, de la configuration du territoire. Donc quand on regarde un paysage, il faut sortir de cette optique très citadine. Les gens qui viennent issus des villes, les gens qui viennent des milieux urbains, quand ils arrivent par exemple dans nos territoires, ils ont l'impression de voir des paysages naturels. Mais en fait, il ne s'agit pas vraiment de paysages naturels, parce que tout paysage, et surtout ici, est un paysage culturel. Donc voilà, il faut toujours garder à l'esprit que la dimension culturelle et la dimension sociale doivent être intégrées dans la compréhension des paysages de montagne. Justement, dans notre région, nous avons plein d'éléments qui témoignent de la présence des activités des populations qui se sont succédées sur ces terres. Les exemples, ce sont par exemple les terrazzamenti, les terrasses des vignes, ou encore tout ce qui est réseau hydrographique avec les rues, les canaux d'irrigation, les bassins. Ce sont tous des éléments du paysage qui permettent justement de voir la sédimentation des activités humaines au fil des siècles. Et dans des temps plus modernes aussi, évidemment, tout ce qui est infrastructure touristique avec les domaines de ski, voilà, ça fait partie de nos paysages culturels. Et il faut aussi avoir à l'esprit que même les portions de territoire qu'on considère plus sauvages, incontaminés, de fait, c'est quand même le résultat d'un choix humain. Tout ce qui est parcs naturels, régionaux, nationaux, ce sont toujours des espaces sur lesquels l'homme, en décidant de ne pas intervenir directement, établit sa présence et son contrôle. Donc même les aires les plus sauvages, on va dire, ce sont des aires anthropisées et culturellement, elles relèvent d'un choix culturel et social. Voilà, donc revenons au concept de paysage. Le paysage culturel est un concept qui a été aussi reconnu par l'UNESCO et qui justement rentre dans tout ce qui est patrimoine mondial de l'humanité. Selon l'UNESCO, et voilà, je vous donne la définition que l'UNESCO donne des paysages culturels. I paesaggi culturali rappresentano le opere congiunte dell'uomo e della natura, illustrano l'evoluzione della società e degli insediamenti umani nel tempo,
sotto l'influenza delle limitazioni fisiche e o delle opportunità presentate dal loro ambiente naturale et dalle forze sociali, économiques et culturelles successive. Voilà, je vais quand même vous envoyer le diaporama après si vous le souhaitez. Donc voilà, même dans cette définition, nous voyons qu'il y a deux éléments toujours, un milieu physique et une composante humaine, qui doivent être toujours pensés ensemble. Donc on peut considérer le paysage comme une sorte de livre ouvert qui nous parle ouvertement justement de la relation que des communautés humaines établissent avec un milieu naturel. Donc, dans un paysage, nous avons évidemment des éléments naturels, tout ce qui est les espèces végétales, qui relève de la géologie, les espèces animales et tout ça, mais lorsqu'on voit un paysage, on doit aussi penser à l'utilisation que les communautés humaines font de ces ressources, de ces éléments naturels. Voilà. En ce qui concerne notre région, comme plein d'autres régions de montagne, ce sont surtout des activités telles que le pastoralisme, l'élevage qui est extensif en Val d'Aoste, qui est le contraire d'intensif, c'est-à-dire que les troupeaux se déplacent tout au long de l'année et ils doivent monter à la montagne l'été pour libérer les prés d'en bas pour qu'on puisse faire les foins et nourrir les troupeaux pendant l'hiver. Voilà, et ces activités du coup ont fortement impacté les paysages et ils ont ce qu'on voit aujourd'hui, c'est le résultat de toutes ces activités qui se sont mises en place pendant les siècles et qui continuent de perdurer aujourd'hui. L'homme aussi a dû s'adapter à d'autres caractéristiques du milieu physique qui sont l'exposition au soleil, la pente, la présence, comme je disais tout à l'heure, des espèces végétales et animales. Et tout ça, voilà, c'est vraiment cette interaction qui a donné les paysages qu'on voit aujourd'hui, mais aussi l'organisation sociale des communautés qu'on voit aujourd'hui. Moi, dans mes recherches, je me suis surtout intéressée à ce qu'on appelle des biens communs, aux propriétés collectives. Et en Val d'Aoste, une forme de propriété collective, ce sont les consorteries, je ne sais pas si vous les connaissez, ou même les consorzi di miglioramento fondiario en ce qui concerne la gestion de l'eau. Donc voilà, les consorteries, ce sont ces institutions qui se sont formalisées au Moyen-Âge, pendant la période féodale, et qui rassemblent des habitants d'un même hameau, d'une même commune, ou de plusieurs hameaux réunis, pour gérer en commun une ressource qui peut être une ressource herbagère, donc les alpages, voilà, les pelouses d'altitude, les forêts aussi, mais comme je disais tout à l'heure, l'eau et aussi des moyens de production comme les fours, les moulins. Voilà, donc moi je me suis occupée de ça dans mes recherches et justement quand je faisais mes recherches, et ça c'est quelque chose que nous on voit souvent en anthropologie, on dit que les gens qui utilisent directement du territoire, qui utilisent directement les ressources qui se trouvent sur le territoire, font une expérience directe de ces lieux et développent un régime d'attention particulier à l'égard du territoire. Par exemple, pendant mes entretiens, dès que je me retrouvais avec mes interlocuteurs, donc des consorts, à parler du paysage, ce que eux ils voyaient, ça n'avait rien à voir avec ce que moi je voyais, parce qu'eux ils avaient justement un régime d'attention, en tout cas ils ont développé au fil des générations un régime d'attention tout à fait spécifique, ce que moi ça me paraissait être un paysage complètement homogène. Pour eux ça l'était pas du tout, parce que justement ils savaient dire, ben voilà, là c'est une portion de forêt où on a fait des coupes forestières l'année dernière, là c'est un alpage qui a été abandonné, là c'est un alpage qui a été abandonné, là c'est un alpage qui fonctionne très bien encore. Et en fait, leur regard sur le territoire, le paysage, pardon, c'était comme si ça permettait d'évaluer le degré d'investissement de la communauté gestionnaire à l'égard du territoire. Donc voilà, c'était un regard qui n'était pas du tout neutre, et c'était un regard expert, beaucoup plus expert que mon regard universitaire qui ne travaille pas la forêt au quotidien, quoi.
voilà. Et du coup, c'était intéressant de voir comment un paysage beau, propre, c'est un paysage qui est entretenu, un paysage qui porte clairement les traces des activités humaines, en tout cas du contrôle humain, alors qu'un paysage en libre évolution, sauvage, est associé à un paysage en déclin ou abandonné. Et voilà, ça c'est quelque chose que peut-être pour nous c'est assez normal parce que voilà, on vient peut-être, enfin nos ancêtres étaient tous des agriculteurs, mais dès qu'on parle de ça à quelqu'un qui vient de la ville, ben voilà, pour lui c'est pas du tout la même conception. Un paysage de montagne, pour lui, c'est un paysage sauvage en libre évolution, alors que nous, on a un regard différent. Un paysage ordonné, entretenu, versus un paysage abandonné en déclin. Et donc voilà. Le paysage correspond alors à cette portion de nature sur laquelle les hommes tendent aussi un regard, sur lequel ils interviennent au moins, mais c'est aussi un endroit qui fait l'objet de représentations symboliques. Et ces représentations symboliques se manifestent notamment dans les pratiques linguistiques, c'est le cas du franco-provençal aussi, du patois. Par exemple, justement par exemple dans la vallée de Cogne, au lieu d'utiliser le terme de arpa et des arpas pour indiquer la montée et la descente des troupeaux pendant l'été aux alpages, on utilise le terme de veteia et de veteia. C'est comme si on pourrait le traduire littéralement comme vestitiones, vestitiones. C'est comme si on allait habiller la montagne pendant l'été, la déshabiller pendant l'hiver. Même si de fait il semblerait que le terme veteia de veteia renvoie à invese, qui est une investiture qui correspond donc à un droit. Parce que voilà, à l'époque, justement, comme c'était organisé sous forme de consorterie, la gestion des alpages, chaque habitant avait des droits qui lui permettaient d'estiver, de faire monter dans les alpages. Un droit, on va dire, ça correspondait à la possibilité de faire monter une vache laitière, une génisse, mozzon, un génisson. Et voilà, du coup, terme investiture, veteia de veteia. Mais quand même, ça renvoie justement, enfin, il y a un lien direct avec le paysage. Une autre manifestation linguistique des pratiques culturelles liées au paysage et à la gestion du territoire, ce sont les toponymes. Qui sont omniprésents sur nos territoires. Et là, je me réfère en particulier à la microtoponymie, donc tous ces toponymes qui n'apparaissent pas dans les cartes officielles, dans la cartographie officielle, mais qui sont quand même néanmoins présents dans nos territoires, surtout dans la mémoire des anciens. Même si dans les années 90, le BREL a fait une enquête assez formidable sur tout le territoire, dans différentes communes, où ils sont allés justement cartographier toute cette microtoponymie. Et là, j'ai mis un exemple de Valais, qui est un vallon dans la vallée de Cogne aussi, où c'est vraiment, c'est formidable de voir comment chaque parcelle a un nom et qui peut être attribué selon des raisons différentes. Ça peut être en fonction de la présence d'une espèce végétale ou d'une autre, de la présence d'une espèce animale, la configuration du territoire, mais aussi des événements qui se sont passés dans tel ou tel endroit. Je pense par exemple à la mort de l'âne, qu'il doit y avoir ici quelque part, il me semble. Voilà. Et donc ces microtoponymes, ce sont des indices précieux pour étudier la relation que, surtout dans le passé, les communautés humaines qui habitaient nos territoires entretenaient avec le milieu naturel. Voilà, je crois que pour ce qui est de la présentation un peu plus générale, sans rentrer trop dans les détails, j'ai tout dit. Et après, si vous avez des questions, n'hésitez pas à n'importe quelle langue, patois, italien, français, comme vous. Et voilà, et du coup je voulais vous proposer quelques activités qu'on a testées cet été dans le cadre d'un séjour pour des jeunes adolescents organisé par le Centre d'études de la coopérative à Indaco. Où en fait justement comme on avait travaillé sur les représentations de l'espace et la relation au territoire, on a essayé de proposer des activités pour sensibiliser un peu les jeunes à la connaissance du territoire, pour qu'ils se rendent compte de comment
nous habitons des paysages culturels et pour se rendre compte aussi que du coup, nos actions en tant qu'humains ont un impact sur nos territoires. Et voilà, ça c'était un peu l'objectif de la semaine. La première activité, c'est une activité de lecture du paysage, très basique. On a travaillé surtout sur le paysage visuel, même si, quand on parle de paysage et d'espace, il faut aussi avoir en tête qu'il y a, par exemple, ce qu'on appelle le paysage sonore. Et moi, je n'ai pas travaillé beaucoup là-dessus, mais je pense que ça serait intéressant, peut-être aussi avec des élèves plus petits, de travailler sur la dimension sonore. Et voilà, du coup, une description très basique du paysage. Nous, on s'est mis dans un endroit un peu stratégique parce que ça s'est passé à Saint-Nicolas, et où on avait un aperçu, un joli point de vue sur tout le village. Et alors on a commencé à justement repérer un peu les différents plans du paysage, le premier plan, le deuxième plan, l'arrière-plan, les lignes directrices, les étages écologiques, donc centre habité, les champs limitrophes, le bois, la montagne, les éléments qui ressortaient le plus. Et ça c'est intéressant parce que ça permet de se rendre compte à quoi ils font davantage attention les jeunes maintenant, enfin c'est quoi les éléments qu'ils repèrent au premier abord. Ensuite les contrastes, donc tout ce qui est naturel versus anthropisation, les unités du paysage, etc. Et ça serait intéressant nous on avait fait ça, enfin on n'avait pas forcément des jeunes patoisans, mais on avait essayé de travailler en franco-provençal aussi. Et du coup, on avait fait une sorte de brainstorming général sur un tableau avec tous les mots qu'on avait repérés en patois qui nous permettaient de décrire le paysage. Ou sinon, enfin, j'imagine que vous êtes toutes locutrices, ou presque. Du coup, ben, vous aussi, vous êtes des personnes ressources pour justement donner le correspondant du terme en franco-provençal. Ou sinon, j'ai mis là un petit lien sur, peut-être, enfin sûrement vous le connaissez ce site, patoislydia.org, où vous pouvez trouver des glossaires rangés par commune et vous pouvez piocher là-dedans pour décrire des éléments du paysage, par exemple. Voilà, ça, activité très basique. Enfin, c'est pas important qu'il y ait un bon résultat, mais l'important c'est d'éduquer le regard des jeunes. Deuxième proposition, moi j'avais appelé ça, c'était comme si on rentrait dans le rôle, enfin les jeunes rentraient dans le rôle de archéologue du paysage. Et ça peut être aussi une manière d'impliquer les familles, par exemple. Donc, nous, on a travaillé sur des anciennes photos de Saint-Nicolas, mais vous pouvez travailler sur des anciennes photos de votre commune, en impliquant les familles, donc en demandant s'ils ont des ressources chez elles, etc. Et l'objectif, c'est de décrire les transformations qui ont eu lieu dans le paysage, donc en commençant par ce qu'on voit dans le passé, ce qu'on voit dans les anciennes photos. Ensuite, l'idée c'était enfin nous en tout cas on était partis en promenade dans le village et l'objectif c'était de prendre une photo exactement avec la même inquadratura au même lieu où ça avait été pris dans le passé. Et ensuite on revenait tous dans la salle où on se retrouvait et l'objectif c'était d'observer et analyser les transformations du paysage. Et pour faire ça, moi je trouve que pour ajouter en plus une dimension intergénérationnelle, nous on ne l'a pas fait à Saint-Nicolas, mais ça serait intéressant à faire dans vos classes peut-être, ça serait intéressant d'impliquer une personne ressource, une personne un peu plus ancienne, oui, une personne plus âgée, qui puisse venir parler justement de la transformation du paysage, dans ce qu'il y avait avant, ce qu'il y a maintenant, pourquoi, qu'est-ce qui a changé, qu'est-ce que ça nous dit du changement social qui a eu lieu, etc. Voilà. En gros, c'était un peu ça, mais ce sont toutes des activités qui peuvent être remaniées en fonction de comment vous entendez les choses. Troisième activité, c'était une activité de orienteering, une forme enfin en tout cas une révisitation de l'orienteering. Nous, on avait fait des petits panneaux sur lesquels on avait écrit, par exemple, l'Obeuil, l'Erto, je ne sais pas, la Terrassa, la Brenga, et on avait distribué tous ces petits panneaux dans le village de Saint-Nicolas. Et
Et ensuite, on avait fait une carte avec Google Maps, très simple. On avait placé les points sur la carte, là où on avait placé les petits panneaux dans le village. Et voilà, les jeunes devaient, à partir de cette carte, aller chercher les points qu'on avait distribués dans le village, revenir et gagner le groupe qui revenait, mais pas qui avait trouvé en premier tous les éléments, mais aussi qui savait expliquer la fonction actuelle et passée de cet élément du paysage. Et voilà, en gros, c'était un peu ça l'idée. Cette activité, ça permet, au-delà de travailler sur le paysage, comment dire, ça aide aussi à retenir plus facilement des noms en patois, enfin le nom des éléments en patois, parce que c'est vachement plus ludique. On s'était aperçu qu'à la fin de la journée, tout le monde savait dire des mots en patois. Ils les avaient intégrés beaucoup plus facilement qu'en faisant une activité frontale. Voilà. Et aussi, ça aide, ça participe à développer une capacité d'orientation et de lecture de cartes en général. Voilà, et pour résumer un